tente de convaincre sa mère de laisser aux deux jeunes gens l'espace nécessaire pour régler leurs différends. Mais l'impatience de Madame Lebrun est plus forte que la raison. L'état de santé du grand-papa devient une nouvelle source de préoccupation. Le docteur Lépine est appelé à la rescousse. Malgré les réticences financières de Madame Lebrun face à ses honoraires, l'examen médical tourne rapidement à la comédie burlesque. Entre les demandes incongrues du médecin, les quiproquos sur les prélèvements et la disparition mystérieuse du petit appareil auditif du vieil homme, la maison devient le théâtre d'un chassé-croisé hilarant. Madame Lebrun, toujours au cœur de l'action, tente de maintenir un semblant d'ordre dans ce désordre organisé, transformant chaque difficulté en un moment de vie intense et sincère. La situation s'envenime lors d'une séance de psychothérapie improvisée. Madame Lebrun, croyant bien faire, tente de jouer les médiatrices entre Bruno et Geneviève. Elle utilise des méthodes peu orthodoxes, exigeant des étiquettes, des procédures et des règles de communication qui exaspèrent les deux amoureux. La tension monte, les mots dépassent la pensée. Et Geneviève finit par exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur, reprochant à Bruno l'influence dominante de sa mère. La scène est explosive, mais elle finit par libérer les non-dits. Dans le calme qui suit la tempête, Bruno et Geneviève, enfin débarrassés de la pression extérieure, se retrouvent face à face. C'est dans cet instant de vérité, dépouillé de tout artifice, que Bruno demande la main de Geneviève. La nouvelle apporte une vague de bonheur dans la maison. Madame Lebrun, bien qu'un peu sonnée par les événements, se réjouit sincèrement de cette issue heureuse. Elle réalise que, malgré ses interventions parfois envahissantes, son amour pour ses enfants reste son moteur principal. La soirée se termine sur une note apaisée. Madame Lebrun se retrouve seule, songeant au chemin parcouru. Elle se souvient de Tommy Lalancette, un nom lié aux souvenirs de jeunesse, et décide de reprendre contact avec lui pour lui proposer un soutien, consciente que la solitude est une épreuve difficile à traverser. En contemplant le silence revenu, elle comprend que son rôle dépasse celui de ménagère ou de femme d'affaires. Elle est une mère, une figure centrale qui lie les générations. Les péripéties de la journée, les éclats de rire, les petites querelles et la réconciliation finale ne sont que les fils d'une trame plus vaste. Celle d'une famille qui s'aime malgré ses imperfections. Elle se parle à elle-même, murmurant des mots doux, prête à affronter une nouvelle journée avec la même ferveur, car au fond, c'est cela la vie. Une succession d'instants précieux qu'il faut savoir chérir avec bienveillance et optimisme. Bienvenue chez Madame Lebrun, là où chaque matin se lève sur une symphonie de vaisselle, de soupirs théâtraux et de ces petites querelles de famille qui font tout le charme d'un foyer bien vivant. Germaine Lebrun, une femme dont la vivacité d'esprit n'a d'égal que son dévouement absolu pour les siens, entame cette journée avec cette énergie infatigable qui la caractérise. Grand-papa, avec ses 92 ans bien sonnés, a décidé que le sommeil était une option facultative, privant tout le monde de tranquillité depuis 3 jours entiers. Germaine, tout en s'affairant à un ménage qui frise la perfection chirurgicale, ne peut s'empêcher de lancer des piques humoristiques sur l'état de la maison. Elle a élevé 6 enfants, une épopée en soi. Mais elle se demande sérieusement si le grand-père n'est pas le plus épuisant de tous ses protégés. Elle se remémore, en passant la chamois, la visite de M. Curie-Saint-Pierre, qui, en observant la demeure, avait complimenté la grâce divine qui semblait y régner. Germaine, avec cet humour caustique qui lui est propre, avait gardé pour elle la pensée que le bon Dieu aurait bien du mal à maintenir un tel niveau de propreté s'il était laissé seul aux commandes. Sa fille Carole, une jeune femme dont l'élégance n'est troublée que par les incertitudes amoureuses de son époque, s'apprête à sortir. Germaine, fidèle à sa nature de mère protectrice et un brin sceptique, lui délivre un cours magistral sur la gainte masculine. Pour elle, les hommes sont de grands enfants cherchant des excuses pour justifier leurs intentions, et la vodka n'est à leurs yeux qu'un outil de séduction bien pratique.
Carole, habituée aux tirades de sa mère, tente de garder son calme. Bien que les prophéties de Germaine sur les rendez-vous galants finissant par des examens médicaux inattendus la fassent sourire malgré elle. C'est cette complicité forcée, cet amour qui s'exprime par le sarcasme, qui cimente leur relation. Au marché, là où Germaine tient son kiosque de fruits et légumes, la vie prend une autre tournure. Ce n'est plus seulement de la ménagère, c'est une femme d'affaires. Une battante qui ne laisse passer aucune incivilité. Elle se souvient de cette cliente qui avait confondu une banane avec une marchandise à tâter sans vergogne. Une anecdote qu'elle raconte avec un aplomb irrésistible. Là, elle retrouve Bruno, son fils, dont le cœur est en miettes à cause de Geneviève. Germaine, fidèle à elle-même, ne peut s'empêcher de s'immiscer. Elle veut arranger les choses, offrir ses conseils. Même si Bruno lui supplie de rester en dehors de sa vie privée. Pour Germaine, le silence n'est pas une option. Elle voit le malheur de son fils comme une injustice qu'il est de son devoir de réparer. La situation s'envenime, ou plutôt se transforme en farce. Lorsque l'état de santé du grand-père devient le centre des attentions. L'arrivée du docteur Lépine, avec ses tarifs onéreux et ses demandes médicales pour le moins surprenantes, déclenche une série de quiproquos monumentaux. Germaine, dans son désir de bien faire, se retrouve à jouer les assistantes médicales, une tâche pour laquelle elle n'atteint aucune qualification mais qu'elle assume avec un enthousiasme déconcertant. Entre les discussions sur les échantillons d'urine et la perruche disparue de l'aïeul, le foyer Lebrun devient le théâtre d'une comédie absurde où le tragique côtoie le ridicule. La séance de thérapie familiale, organisée par une Carole bien intentionnée mais désespérée, est le point culminant de ces tensions. L'absence d'étiquette sur les badges, les souvenirs douloureux de Tommy Lalancette et les reproches accumulés au fil des années, tout éclate au grand jour. Pourtant, dans cette cacophonie de cris et de malentendus, une vérité finit par percer. Ils s'aiment, au-delà de leurs névroses et de leurs manières envahissantes. Bruno finit par demander Geneviève en mariage, une nouvelle qui, bien que reçue avec une pointe de stupeur, apporte un baume sur le chaos ambiant. Alors que la nuit tombe sur la maison, Germaine, seule un instant dans sa cuisine, laisse tomber le masque. Elle n'est ni une ménagère, ni une femme d'affaires, elle est une maman. Elle réalise que tous ses coups de téléphone, ses interventions, ses petits drames, ne sont que des manifestations d'un amour immense et parfois étouffant. Elle se surprend à penser à Tommy Lalancette, à la fragilité des relations humaines et à la nécessité de pardonner. Elle éteint la lumière, satisfaite. Demain sera un autre jour, avec ses nouveaux défis, ses nouvelles piques. Et cet amour inconditionnel qui, malgré tout, demeure la seule constante dans l'univers des Lebrun. Bienvenue chez Madame Lebrun. Tout commence dans cette maison où le quotidien est un tourbillon de petites péripéties et de grandes émotions. Le grand-papa, âgé de 92 ans, se plaint de ne pas avoir fermé l'œil depuis 3 jours, tandis que Madame Lebrun, affairée à son éternel ménage, murmure avec une pointe d'humour qu'elle a élevé 6 enfants sans jamais rencontrer autant de difficultés qu'avec ce seul pensionnaire. Elle se souvient alors de M. Curie-Saint-Pierre, son voisin, qui, en visitant sa demeure, lui avait fait remarquer que le bon Dieu et elle formaient une équipe redoutable pour maintenir un tel ordre. Elle avait souri, tout en pensant intérieurement que le résultat serait bien différent si le bon Dieu devait s'en occuper seul. Sa vie, elle l'a passée à astiquer et à organiser. Depuis ses 18 ans lorsqu'elle épousa Roger Lebrun. Une union scellée par cette maladie joyeuse que l'on appelle la grossesse. Sa fille, Carole, apparaît alors, calme et sereine, se préparant pour un rendez-vous galant. Madame Lebrun, avec la sagesse d'une femme ayant traversé bien des tempêtes, ne peut s'empêcher de mettre en garde sa fille contre les intentions réelles des hommes. Affirmant avec une ironie cinglante que pour eux, un verre tranquille est souvent un simple prélude. Après le départ de Carole, Madame Lebrun se replonge dans ses pensées concernant son kiosque au marché, où elle doit gérer des clients parfois trop curieux.
leur rappelant avec fermeté que les légumes sont destinés à la vente et non à d'étranges manipulations. Le fils de la maison, Bruno, fait son entrée, le cœur lourd. Il traverse une période difficile avec Geneviève, sa compagne. Madame Lebrun, fidèle à son tempérament de mère protectrice et omniprésente, ne peut rester les bras croisés. Elle veut intervenir, guider, diriger. Malgré les protestations de Carole qui lui suggère de se mêler de ses propres affaires. Entre-temps, la santé du grand-papa devient un sujet de préoccupation, surtout avec l'arrivée du docteur Lépine, un homme dont les méthodes et les demandes, notamment concernant des échantillons bien particuliers, plongent la maison dans une confusion hilarante. Le médecin, loin de la compassion attendue, semble plus intéressé par les aspects financiers et les procédures étranges. Ajoutons une couche de burlesque à cet après-midi déjà bien rempli. Le point culminant de cette journée survient lorsque Madame Lebrun décide d'organiser une séance de thérapie familiale pour réconcilier Bruno et Geneviève. Elle impose ses propres règles, exigeant des étiquettes pour nommer les participants, transformant ce moment de communication en un spectacle de caractère. Geneviève, excédée par l'influence dominante de la mère, finit par exprimer le fond de sa pensée, ce qui provoque une onde de choc. Pourtant, au milieu de cette confrontation, les non-dits s'effacent. Bruno et Geneviève, poussés dans leur retranchement, réalisent ce qu'ils souhaitent réellement l'un pour l'autre. Dans un élan de sincérité, Bruno demande alors la main de Geneviève, scellant leur engagement devant une Madame Lebrun tout à la fois surprise, ravie et finalement apaisée. La tempête retombe aussi vite qu'elle est montée. Madame Lebrun, constatant que ses enfants ont trouvé leur voie, ressent une satisfaction profonde. Elle comprend que son rôle ne se limite pas à être une ménagère assidue ou une commerçante avisée, mais qu'elle est avant tout le pilier central de cette famille. Assise seule dans le calme revenu, elle repense aux conseils prodigués, aux appels téléphoniques bienveillants et à ce mystérieux Tommy Lalancette dont elle a entendu parler. Elle réalise que le bonheur réside dans ces petites interventions. Ces gestes d'amour maladroits mais sincères qui font d'elle, tout simplement, une maman. La nuit tombe sur la maison, et dans le silence retrouvé, elle se parle à elle-même. Satisfaite de cette journée où, malgré les erreurs et les